Okay, so I'd like to welcome you to our next panel. We're going to narrow the focus from the Middle East more broadly to Tunisia. There's a good reason why we selected Tunisia as the place for this global reunion, and we're going to hear from 5 people that have been participants in that struggle for democracy in this country. So we are very pleased to welcome them. We'll begin. I'll just introduce everybody in the order that they'll be speaking as we're seated here. So first will be Mohamed Shafik Sarsar. He's a former president of the Tunisian Independent High Authority for Elections. He's best known for having overseen implementation of Tunisia's 2014 parliamentary and presidential elections, the first such elections following the 2011 revolution. He's currently the director of the Department of Political Sciences at the Faculty of Law, and a member of the Committee of Experts for the High Commission for the Realization of the Objectives of the Revolution. The second speaker will be Ambassador Patrice Bergamini. He's currently the ambassador of the European Union to Tunisia, and I would hasten to add also has been a supporter of this meeting as well. He's a French diplomat. He's currently serving with has been serving with the European Union, seconded to the European Union since 2001. He was awarded in 2012 the title of Knight of the National Order of Merit. He was born in Marseille and educated at Sciences Po in Aix-en-Provence. The third speaker will be Saïda Ounisi, former Secretary of State for Professional Training and Entrepreneurship and a member of the Ennahda political party. She had initially fled Tunisia or her family fled Tunisia as a result of the repression, lived in France, and was educated there, and had been elected at the head of the list for the first district in France in the 2014 Tunisian legislative elections. The fourth speaker will be Faten Khalel, former Secretary of State in the Ministry of Youth and Sports and a member of the political party Afek Tunis. She had previously worked on the Smart Tunisia initiative and held positions with consulting firms, a variety of consulting firms. And finally, last but not least, Slim Tatli is a former Tunisian Minister of Tourism, former Minister of Employment, and an officer in the Order of the Tunisian Republic. He's also the founding member of the Tunisian think tank, the Cercle Khaireddine, and has served as an executive member of the political party Mashrou Tunis since March 2016. So with that, we will begin with Mohamed Shafik Sarsar, please. I would like to thank you for this kind invitation and for the pleasure to share with you some idea about the Tunisian transition. We can say that Tunisia, unlike most other Arab countries, has succeeded in its transition. The constitution was adopted by a very strong majority. It has organized legislative and presidential and judicial elections in 2016. The Tunisian National Dialogue Quartet won the Nobel Prizes on 2015. It was considered by the country of 2015 by The Economist journal. The electoral process of November 2014, was ranked 25 in the world ranking of electoral integrity. The president of the Tunisian Electoral Commission received the 2016 Joe Baxter Award for improvement to election administration practices.
It is important, 6 years after the outbreak of the revolution, to take stock of the achievement and the weaknesses of the transition. I will try to answer to the first question: why has the transition worked in Tunisia versus elsewhere in the world? We can say that 5 factors contributed to the success of the transition in Tunisia. First, the consensus that led to historic compromises. The consensus has occurred in important places in Tunisia, in the democratic transition. Indeed, the consensus was the only peaceful solution for us to have allowed Tunisia to successful transition. The Tunisian revolt was born orphan. Neither political party nor political leader could anticipate or guide the transition. This may have facilitated the consensus and the historic compromise. So I think that the key of the success of the transition was the consensus. The second factor, the role of the civil society. Tunisian civil society has distinguished in the Arab world by its rudeness. It is difficult to find an equivalent of the UGTT, Tunisian General Labour Union, in the Arab world. This contrasting importance with the weakness of political parties has enabled civil society to play at least 3 roles. The first role is the preparing constitution draft and laws. The Tunisian General Labour Union submitted a draft constitution to the National Assembly. The electoral law of 2014 was prepared by the civil society, so submitted to the parliament. The second role of the civil society had a positive influence of the strength, transparency, and functionality of political institutions, integrity of election. 29,000 observers of civil society during the 2014 election. The third, resolving crisis. Civil society played a role in resolving crisis, only meeting with a framework of national dialogue could end the set in on the mobilizing in the streets, to the suspension of the ANC meetings, to the adoption of the constitution and laws, to the easy election and the establishment of a new government. The national dialogue between the parties was supervised by 4 social professional associations: the Union of Workers, UGTT, Employers, UTICA, and Lawyers, and the National League of Human Rights. The third factor, the traditional neutrality of the national army. The traditional political neutrality of the army, unlike other Arab countries, including Libya, Egypt, Algeria, Yemen, Mauritania, and we know that a strong involvement of the military is not conducive to a democratic transition. However, an important role of women in public life, as well as the level of education, are factors favorable to the transition. The fourth factor, the sociological characteristic of the Tunisian society. Tunisia is characterized in particular, compared to Egypt and Libya,
by the homogeneity of its population, a compact society that is not crossed by linguistic, Francophone, Arabic, Berber speaking, ethnic Arab, Berber, Kabylian, Kurdish, or black, religious. So I think that it's an important factor to the success of the transition. And the five factors, the international support to the Tunisian experience. Although the positions were very different and the international context was complex, but overall the Tunisian transition benefited from the support of the friendly countries. The second question. In your various capacity leading your respective institution, did you draw an experience from any other parts of the world? We have taken into account international standards and best practices. So we have the international treaties, we have the best practices in the world. We have the choice of the electoral body independent. So we opted for the mode of the independent electoral administration since 2011. I was a member of the commission of drafting of electoral laws, and the choice was clear. But we took into account the specificity of Tunisia. For the electoral dispute, our source of inspiration was the French experience, the Council of State of France. So we have some choices for the electoral body. It's especially the experience, not the European experience, but for the electoral disputes, it was the French solution. Finally, for the third question, what have been the greatest challenges affecting Tunisia democratic transition? One, how to steer the transition and how to implement the constitution. Can we revise the constitution before applying it? The most difficult now is how we can apply the constitution. We have a good constitution, but with the problem that, for example, the chapter 7 is not applied. We have not the constitutional card. Second great challenge, how to carry out the reform to achieve the objective of the revolution. Third, the stabilization of the political and partisan landscape and the emergence of new political elite. And finally, economic and social development. A revolution is not a miracle, and without the realization of its objectives, its meaning lose really its substance. The struggle against unemployment, social injustice, corruption, and regional imbalance constitute the socio-economic basis for democratic consolidation. Finally, the consolidation of democracy is more difficult than the transition or the outback of a revolt. Most transitions have led to a hybrid regime. So, it is therefore important to understand the strength, weakness, opportunities, and threats of democratic transition in Tunisia. And if consensus was one of the keys to success, it is necessary that it be based on the consolidation of trust and citizen participation. Thank you. Okay, thank you very much.
Ambassador Bergamimi. Thank you very much. Thank you very much, and welcome to Tunisia. I'm very pleased also, as President Sarsa told you, to have the possibilities, the opportunity to support such event happening here in Tunisia, which is, according to me, the only success story in the region since 2010 and 11. Mr. Sarsa, you talk about why all that happened in Tunisia, and only in Tunisia. So maybe I would talk a bit about what's next for me as European Union ambassador here since 1 year. According to me, there are still 3 challenges in front of us. And because my job as diplomat is to move from challenges to opportunities or to find out solutions, I will talk much more in terms of objectives. 3 objectives for my action on the ground in close coordination with all my European colleagues here. First, about democracy. Even if it is maybe a bit disappointing, some of us who like to have still a romantic vision of democracy, democracy first has to rely on efficient, transparent, and accountable administration. Without such administration, a democratic system is not sustainable. This is why in this country, administrative reforms are so important. And this is why the European Union, in agreement with the Tunisian government and with all the bodies of the Tunisian civil societies, are dedicating 1/3 of our assistance every year on that issue. Every year, the European Union has decided to give, talking about grants, 300 million euros to Tunisia. This is the first package for the region. No other country in the region has at its disposal such amount of money, 300 million a year. And 1 year, 1/3 of this 300 is every year dedicated to the reform of administration because, once again, democratic system has to rely on an efficient and accountable democracy, administration. Second objective, at the end of the day, a democracy is very simply a system based on anonymous redistribution of national wealth. La redistribution anonyme de la richesse nationale. I explained it myself. A citizen in a democratic system has to be sure that when he will face some problems, the normal basic challenges of life, illness, unemployment, financing studies of the kids, of the family, things like that, whoever are the people in charge in a democratic system, the citizen has to be sure that whatever are his political convictions or its religious convictions, the people who will be in charge after the election, even if these people are not the ones for who he voted, they will offer him and to his family exactly the same level of protection. It means, at the end of the process, an anonymous redistribution of national wealth. And you don't vote according to instructions given by the boss of the family, the mayor of the community, or whatever are the social, private, or also authorities. This is that democracy. And this is why, for me as European Union ambassador, the development of the regions in the west part of the country, in the south part of the country, is so important. And this is another 1/3 of the budget allocated to Tunisia. Because also by working on this issue with the civil society, with the parliament, and all the political parties, and of course all the ministries of the government of Youssef Chahed, we are fighting against the legacy of the famous économie de rente put in place by the previous dictatorship. Third key point, third challenge, or third objective for me, very simply, even more simple, a democracy is based on the alternance system.
Democracy is not only about winning elections and being in charge thanks or through democratic elections. Democracy is also about the point to have when majority parties are losing elections, they are accepting to be in the opposition at the parliament and to play fairly. So the key test for democracy, especially for a young democracy, is when the majority parties will simply, for good or bad reasons, lose the elections and accept the new role into a position. Very simply. This is why also all our efforts in terms of governance are very pivotal in this country. This is why also I think it could be good in our discussions to talk a bit about municipal elections. We don't know when finally the municipal elections will happen, and it's not my job as European Union ambassador to say when or why or how postponed or not. The point is that this is the only country in the region where the very first free local elections could be organized for the very first time ever. This is already amazing. At stake, decentralization, deconcentration, the natural breath of a democracy between national elections, having local elections, is very important. And also, even more important maybe, the emergence of alternative elite, local elite, offering, giving the possibilities to citizens to express their wish for something different or something else, all the time within the democratic framework. So, according to me, 3 objectives, 3 challenges, and don't misinterpret, please, my messages. The simple fact that here today we are able, especially me, in my capacity of European Union ambassador, to speak about such ambitious democratic aspirations is already by itself a demonstration that we are in Tunisia in the only success story since 2011 with what happened in all the region. No need to talk about a very demanding regional environment. But 3 last points for me to conclude on that. Municipal elections, I said that whatever is the final date, the simple fact that this country and all the political parties agreed on the opportunity and the necessity to consult the people at local level and to give power at local level is already amazing. Security. I was talking about protection, redistribution of national wealth, etc. I didn't talk about hard security. But we are in a country now where, since almost 2 years, since November 2015, there were fortunately no terrorist attacks, thanks to the work and the professionalism of the security forces of Tunisia, but also definitively thanks to the unity of the civil society of Tunisia. Unanimously, Tunisian people are against any form of violences. And third, last point, we are in a country where the European Union ambassador, 8th of March this year, has been in a position, has had the opportunity to speak freely. 8th of March means the International Day of Women, to say that if there is one place in this region where one taboo can be lifted, or at least where one taboo can be discussed among civil society, is heritage. It was 8th of March 2017. And in the same country, 13th of August, 1 month ago, almost 2 weeks ago, the President of the Republic opened this debate, provoking reaction, and that's totally normal. That's totally normal that people agree or people disagree. But there is one place where the head of state is in a position to put that and to open the debate on that, whatever is the answer from the parliament, from the commission, from the civil society, is also amazing. It's a first. Thank you very much. Thank you. I should have mentioned that we have a simultaneous translation, and so c'est pas nécessaire de parler en anglais si vous voulez. My English was so terrible. You were fine. Mais pour les autres, Madame Ounisi, s'il vous plaît. Thank you very much. First of all, welcome to everybody in Tunisia. We're very glad and proud also to see that Tunisia can host such events. So thank you very much, and for the organizers as well.
I just want to make a little precision about my biography. I'm actually still the State Secretary for Employment in the country. I'm not former. Sorry. So I'm still in charge of a very actually complex and complicated subject of policy making in Tunisia, which is basically employment, and which is very, very much linked to the dignity, whether it is for young people, but also for the population as a whole. So the actually subject that we are having about how the democratic transitions looks like in Tunisia. I didn't really know where to begin, and I don't want to make a lecture here. I think that we had in the opening remarks very important kind of history summary about what was going on in Tunisia, but simply to highlight some key points, especially the one which is related to the consensus and the importance of having a consensual political positions, even though it is costly afterwards when you come back to your basis as a political party, because it's not glamorous at all to say that we need to include everybody and that we need to talk with everybody. And if the dialogue, let's say, kind of position was fruitful, politically talking, we would not witness so much extremist political parties everywhere in the world, even in the oldest democracies. So that's, I think, something very important to keep in mind. And it's not only, I'm from Ennahda, so I'm obviously from this political party which is well known for having this position, but I think it's also very costly for other political parties, especially the old traditional Desturian family political parties like Nida Tunis, political parties like, for example, FR Tunis, or other political parties who decided that having a government of national union or having this approach of dialogue and finding always something which will make, at the end of the day, the parliament get as much vote as we need to make organic laws pass. And we are in a moment of construction, in a moment of building. And one of my references when it comes to transitology is someone that probably you all know, who is Philip Schmitter, and who talks so well about the necessity to actually include everybody in this process of construction. Because the people who you actually left out of the system, they are going to do everything in order to make this system the weaker possible and to damage it. And this is also probably what actually happened in some other countries like Libya, for example, or like Iraq as well after the end of the Saddam's regime. And obviously, even in the kind of methodology and approach of the Muslim Brotherhood in Egypt. So I think that this is very important, and not only when it comes to politics. So we kind of succeeded at the political level by trying to have respectful institutions and again keep on building these institutions, the constitutional instances, once again implementation of the constitution. But what we need to do today is also to get this consensus when it comes to the social level and to the economic one. And here, the debate is still very shy, very, let's say, at its beginning in Tunisia. But, and this is also what in our daily job as a government, and I think also people who work about these issues related to social cohesion, this is the urgency in Tunisia. This is what people need to see. This is what people need to actually benefit from in order to keep believing in this idea of democracy and to still be convinced that they get more when they are living in a democratic regime rather than when they were living under the despotic Ben Ali's regime. So, and for us here, again, when it comes to open the political scene and make it, once again, the most democratic possible, we need also to come and open
the economic sector and to have a free and very sincere dialogue about the economic model that we want in Tunisia. And from what I see today, especially at the local region and once again in the regions of Tunisia, is that we need these new generations of entrepreneurs to come in Tunisia, to develop new values chain in the country, to once again go away from this kind of capitalisme de complaisance that we were having in Tunisia, which is not liberalism at all, but which is more a kind of, making business between friends, and once again to open up this field to the young ones who have ideas, who have a will, who are very creative and innovative, who made studies for that, by the way, and as a state we gave them diplomas for that, but who are still missing the capital, still missing the investment to make their ideas being true. And this is the only way we actually, in a country like Tunisia, create employment. Because in a state like ours, and this is also a similar situation that we've seen in all other Arab countries, from the moment the state was the only employer and the main employer and was giving a security of employment to all those who were out from university, things were actually going well. But from the moment you are in a country where you have more than 600,000 civil servants, and obviously your public finances situation won't allow you anymore to hire into public institutions, ministries, etc., public companies, etc., obviously you need to create this alternative. And in my view, and I think in my generation view, this is a very democratic question. This is a question of human rights. This is a question of economic rights, of actually social rights, and we need indeed to have it as soon as possible. We see the premises of it, obviously, but again, we need more political parties to be engaged on that. And where we are also talking about transition, there is the economic level, as I was saying, but there is also the transition of the administration. And in my job, what I've seen the most is the importance of the administration, the importance of the bureaucracy. It's a very important, actually, actor and stakeholder which need to be included in the debate. And in Tunisia, what happened probably for this last years is that the administration said, I'm still around, I have nothing to do with the dictatorship system, and I have nothing to do with this new also political class. I'm neutral and I'm independent. And they are kind of hiding behind this independency and behind this neutrality. And actually, this is not something which is efficient. We need them to be into the debate. We need them to think about a new model of actually governance in the country, which is more transparent, which is obviously more digital, which is more inclusive, which is less, once again, having one administration setting orders and the population to follow it, which is also very linked to the right of access to information that civil society is also trying to play. So we need these stakeholders to be included and to be part of the game, because you can have the best political class ever, the best people ever, but if at the end of the day the system who is directly implementing the decisions and the people, the very people who are the first face of the state for any citizens in even the most far region of the country, it's not me, it's not people who are elected in the parliament, it's not people who are in the government, it's actually the civil servant who is sitting behind his desk. So we need these people also to be part of this democratization and this transition and this change which is happening. As a conclusion, and very sorry to be that long, Professor Larry Diamond talked
a little bit about the identity revolution, which is happening at the moment in the Arab world, in our country as well. And I think that this is one of the most important things that we are witnessing. There is actually a new generation of people in this country who are very keen to define their identity, to find, this balance between what we are as Tunisians, to stop praising, actually, probably the first years of the independence, because for us as well, for this generation, the first years of the independence were also the years which helped to set up this, despotic kind of regime that we suffered from as a nation, but also to accept the fact that we have an appeased relationship with the West, more, equal relationship with our neighbors, whether they are in the north or in the south of our countries, to be, again, more having a real acceptance of our identity, whether we are Muslims or atheists, whether we are women or men, whether we are Islamists or seculars, etc., etc. So having this multiple identity as Tunisians is actually a debate also which is going on at the moment, which is very part of the democratic transition. Thank you very much. Thank you. So I'm very happy to hear the reference to civil servants, because I also agree that that's really critical and it's overlooked. And actually, our center will be returning to Tunisia. We have a program to actually train and work with civil servants. So I hope to be back in this country a couple of times in the coming year. So please, our next speaker. Good morning, everybody. I'll switch to French because it's easier for me. Alors, bonjour tout le monde. Parler de la transition démocratique, c'est assez difficile aujourd'hui au bout de 7 ans, parce que 7 ans dans l'histoire d'une transition, c'est pas assez pour faire l'évaluation. Mais je pense que pour un acteur de la politique comme moi, qui agit et qui est un acteur du changement, c'est important aussi, à cet instant charnière aujourd'hui, au bout de 8 changements de gouvernement en 7 ans, c'est important de faire ne serait-ce qu'une petite évaluation. Et peut-être moi, j'ai une vision assez différente de ce qui se dit en Tunisie. Il y a ce mot qui se répète sans cesse et dont on parle avec un certain optimisme, qui est le consensus. Moi, je n'ai pas cette vision aussi idéaliste du consensus qui se passe en Tunisie, parce que consensus, oui, mais consensus sur quoi? Jusque-là, nous avons eu une classe politique qui a évolué justement dans un consensus sur comment se maintenir tous ensemble, jusque-là, et sans perdre personne. Et moi, j'ai une petite analyse de ça. Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, la classe politique qu'on a aujourd'hui, même si j'en fais partie, mais j'essaye de m'en démarquer, est toujours la classe politique de l'avant 2011. C'est toujours la classe politique d'avant-révolution. C'est toujours la classe politique avec son opposition, avec son régime, avec sa société civile, qui a appris à évoluer ensemble pendant des décennies et qui se sont retrouvés après la Révolution à toujours cohabiter et collaborer justement pour pouvoir, après un déséquilibre qui a été momentané, pouvoir revivre ensemble dans une certaine sérénité et un certain équilibre. Et donc, pour moi, le consensus, ça incarne ça. Et pourquoi ça a été fait comme ça? Parce que, je ne sais pas si c'est heureusement ou heureusement qu'on a eu une révolution, parce que le changement est toujours bon et parce que ça nous donne l'occasion, nous, nouvelle génération, de prendre une place. Mais d'abord, on a eu la contrainte que cette révolution n'a pas eu de leadership. Généralement, les révolutions ont un leadership avec une idée précise de ce que va apporter cette révolution. En Tunisie, ça a été assez spontané, ça a été peut-être, certains disent que c'est une révolte, pas une révolution, et donc finalement ce manque de leadership a permis à un leadership ancien de prendre place, de reprendre place naturellement, et de continuer à évoluer dedans, avec bien sûr toutes les contraintes qu'ils ont eues, c'est pas comme ils veulent, mais n'empêche qu'ils arrivent quand même à évoluer. La deuxième contrainte, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde qui rejette le processus démocratique classique. Ça ne se passe pas qu'en Tunisie, partout dans le monde aujourd'hui,
on a un problème avec ces démocraties, enfin, la manière dont on gère la démocratie. On remarque même qu'en Europe, aux États-Unis, on a aujourd'hui un certain rejet de cette démocratie qui ne permet pas finalement à la population, aux citoyens de s'exprimer comme ils veulent ou de voir leurs aspirations se réaliser. Donc, face à cette double contrainte, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Finalement, une classe politique qui ne répond pas aux objectifs de la révolution. Je rappelle, comme l'a dit M. Bergamini, l'objectif au début, c'était un changement pour un avenir meilleur finalement. Et un avenir meilleur passe par une transformation économique et sociale, moyennant justement des processus politiques adéquats. Mais la finalité, c'est le développement économique et social. Et pour faire ça, justement, il faut avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Qu'est-ce qu'un avenir meilleur? Jusque-là, justement, le consensus qu'on a n'a jamais abouti à une idée de ce qu'on veut faire de cette Tunisie d'aujourd'hui. Le consensus n'a jamais abouti à quelles sont les solutions à apporter justement pour plus de dignité, plus d'emplois, une économie plus équitable, plus d'égalité des chances. Le seul consensus qu'on a aujourd'hui, c'est autour du contenant peut-être. Moi, j'ai ce défaut qui vient de mon métier de consultante. Une entreprise ou un pays ou n'importe quelle organisation se gère d'abord par une vision et puis on développe ensuite l'organisation et les process et les moyens pour réaliser cette vision. On n'a pas de vision, on a peut-être quelques process qu'on a mis en place, mais qui finalement, pour moi, continuent à répondre à des objectifs d'avant-révolution. S'il y a un point positif, pour moi, qui a abouti après cette révolution, c'est que justement, il y a eu cette nouvelle génération qui émerge de la société civile et dans les partis politiques, qui au bout de 7 ans aujourd'hui a appris beaucoup. C'est vrai, certes qu'en 2011, on ne savait pas, on ne pouvait pas. Donc, comme je disais, si un point positif, c'est justement cette nouvelle génération qui a beaucoup appris aujourd'hui, que ce soit au niveau des partis politiques ou de la société civile, qui tend à prendre le lead aujourd'hui, et c'est important. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre justement à ce moment charnière de continuer à faire développer ce pays vers la démocratie. Personnellement, comment je peux le décrire, je le vois ce changement, principalement cette année, et je pense qu'en approchant de l'échéance de 2019, je le vois ce changement, je vois une effervescence, je vois un peu un rapprochement de cette classe politique jeune qui commence à émerger. Tout à l'heure, on parlait, une des caractéristiques de la population tunisienne, c'est l'homogénéité. Je pense que c'est une homogénéité par classe d'âge. Il y a eu une classe qui justement a gouverné jusque-là, qui est assez homogène et qui va dans la même direction, mais qui, je pense, qui ne répond pas à nos aspirations. Il y a aussi une homogénéité aussi au niveau de la jeunesse aujourd'hui, le jeune leadership, et je pense que c'est ça qui va permettre la continuité. Donc, en conclusion, je pense que ce n'est pas le consensus qui a été le point fort, c'est justement cet apprentissage qui s'est fait petit à petit d'une nouvelle génération, qui va prendre la relève et qui va continuer, j'espère, sûrement qui va continuer, et qui va justement éviter les risques que nous rencontrons, et qui va permettre que ce pays soit une démocratie réellement. Merci. Très bon. Monsieur Tatley. Merci. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et Francis de m'avoir invité, de nous donner le privilège de m'adresser à vous dans ce panel. Alors, je vais, dans cette question sur la transition démocratique, je vais parler de 4 transitions. La transition politique, la transition économique, et puis je vais quand même dire 2 mots sur la religion en transition et la culture en transition. Et je vais conclure mon propos par 2 questions importantes que je considère comme étant importantes. D'abord, sur la question de la transition politique, je pense sincèrement que le processus électoral a été une réussite.
très sincèrement, il a été une réussite. Maintenant, en termes de construction politique et institutionnelle, je crois que le processus n'a pas abouti encore. Alors je vais être un peu en dissonance par rapport un peu à ce qui s'est dit dans ce panel. Et parfois même un peu provocateur, je pense que c'est un rôle important à jouer également. Alors, construction politique, si on regarde le système des partis aujourd'hui, 207 partis en Tunisie, fragmentation totale de la scène politique, également une constitution, on nous a dit qu'elle était la meilleure au monde. Je dis, moi, qu'elle est parfaite pour la Norvège ou la Suède. Et qu'elle n'est peut-être pas adaptée à la Tunisie dans cette phase de transition. Deuxièmement, une loi électorale, on nous a dit qu'elle était la meilleure au monde également, et qui a abouti à une fragmentation totale et qui n'a pas permis l'émergence d'une majorité. Personne ne peut gouverner dans le pays aujourd'hui. Et la Constitution, j'ai dit, système des partis, système électoral, et il en découle un système de gouvernance qui a failli, et j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Alors le deuxième constat important, à mon sens, c'est une fracture de plus en plus béante entre les politiques et la jeunesse. Nous avons vu dans cette transition sur le plan politique, également, nous l'avons vécu, l'émergence du terrorisme, des phénomènes d'émigration massifs, l'émergence d'une mafia économique et une gouvernance dans cette période qui, à mon avis, est défaillante. Alors, il y a eu 2 grandes phases de cette transition politique. Une première phase qui a été menée, je ne parle pas des phases préliminaires du gouvernement de Mohamed Ghannouchi, qui était Premier ministre de Ben Ali, et du gouvernement de Beji Caïd Sebsi, qui a préparé les élections de fin 2011. Dans cette première phase, l'ambition était la rupture. Et il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. Cette période a été caractérisée par des affrontements et des violences importantes, des assassinats politiques, personne ne veut en parler, des milliers de gens qui ont été devant la justice avec des procès politiques, notamment et surtout des anciens responsables de Ben Ali, plus de 60 ministres et des milliers de hauts fonctionnaires de la fonction publique et des entreprises et des banques ont eu des procès et une faillite dans la gouvernance du pays. Et je donnerai simplement un exemple. J'avais discuté avec un de mes amis du parti Nahda et je lui ai dit tout simplement, vous avez mis au gouvernement ceux qui étaient militants, qui ont fait de la prison, qui ont été parfois torturés, pour gérer le pays. Et ça, c'est anormal. Ce n'est pas ceux-là, nécessairement, qui sont habilités, prêts à gérer et à gouverner un pays en transition. La légitimité politique des militants ne leur donne pas une légitimité de gérer le pays. Et la deuxième phase que nous vivons aujourd'hui et qui tire vers sa fin. Je dirais qu'il va y avoir une troisième phase
pour ne pas parler de la 4e vague, je parlerai de la 3e vague qui va arriver, je crois, les prochaines semaines. La 2e phase était une phase basée sur le consensus. Et à mon avis, compte tenu... Alors, cette phase de consensus a démarré au mois de juillet 2013. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on est allé au consensus? Parce qu'en juillet 2013, il y a eu, en Égypte, Sisi. Et donc, il y avait des craintes qu'on retourne à l'autoritarisme, et on s'est dit, la solution est dans le consensus. Mon évaluation sur le consensus, moi je suis d'accord, je crois qu'aujourd'hui, le consensus, c'est le plus petit dénominateur commun. On va s'entendre, mais sur la base la plus basse, et ce système a paralysé le pays. Ce consensus a été poussé par nos amis de l'Union européenne, les États-Unis, nos voisins de l'Algérie, disant que la meilleure façon de faire, c'était d'apaiser la situation politique du pays et aller vers le consensus. 3e phase en préparation. Cette semaine, le président de la République, dans une longue interview, dit « J'ai cru que Nahda, qui est en alliance avec Nidal, son parti, j'ai cru que Nahda allait changer, devenir un parti républicain qui croit à l'état civil. » Eh bien, il a dit, il me semble qu'on s'est trompé. Et je crois qu'on est en face d'une 3e étape où ce consensus va probablement disparaître. D'ailleurs, et j'enchaîne sur la transition démocratique, nous sommes à notre 9e gouvernement en 7 ans, quasiment, de révolution. On voit revenir quelques ministres de Ben Ali dans le prochain gouvernement qui va avoir un vote de confiance demain à l'Assemblée nationale. Alors, transition économique. Si dans la transition politique, je dis c'est un processus non encore abouti, en ce qui concerne la transition économique, c'est, à mon sens, un échec total. Et ce n'est pas une appréciation. Tous les indicateurs montrent aujourd'hui que le pays, aujourd'hui, passe par des difficultés gravissimes. Déficits budgétaires qui ont amené la dette du pays de 39% du PIB, du PIB, GDP, à plus de 70%. La dette tunisienne était de 25 milliards de dinars en 2010. Elle est actuellement à près de 70 milliards. Elle a quasiment triplé en l'espace de 7 ans. Déficit dans la balance commerciale et dans la balance des paiements. On était de l'ordre de 4% de déficit de la balance. On est aujourd'hui de la balance des paiements à 10%. Nous sommes à des limites insoutenables pour l'économie du pays. Le dinar a perdu plus de 50% de sa valeur. Doublement du budget. Le budget a doublé en volume. Il est passé à peu près de 18 milliards. On parle à peu près de 35 milliards de dinars pour le budget de 2018. En se disant peut-être qu'il y a une croissance derrière, avec une croissance moyenne de l'ordre de 1% sur les 5 dernières années, alors que le pays faisait 5% de croissance sur les 20 dernières années. Alors, je peux vous citer, bien sûr, un tas d'autres indicateurs. Ils sont dans tous les rapports
déficit des caisses sociales, déficit des entreprises publiques, croissance du chômage et creusement du gap entre les régions. Alors on nous a dit, la démocratie c'est bon pour la croissance. La démocratie va vous donner 1 à 2 points de croissance supplémentaires si vous y allez. Cette promesse n'a pas été tenue. Qui étaient les gagnants de cette transition économique? Eh bien, le peuple de la Révolution est le grand perdant de cette transition économique, à mon sens. Il y a eu relégation des questions économiques. On a oublié les questions économiques pour parler pendant de longues années sur les questions identitaires. On nous a amenés sur le terrain du débat. Qui sommes-nous? Sommes-nous des musulmans ou pas? Et ce sont en fait les Tunisiens déjà inclus dans le système qui ont bénéficié de cette transition économique, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi, une situation, et ceux qui sont protégés par les corporatismes et les syndicats, c'est eux qui ont tiré leur épingle du jeu. Les Tunisiens exclus de ce système, aujourd'hui, sans les perdants, ils ont été laissés au bord du chemin. Pour certains d'entre eux, peut-être pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont trouvé de solution et d'issue que dans l'économie informelle, qui représente, selon les études, entre 35 et 50% du PIB aujourd'hui. Cette économie informelle a créé une mafia économique qui est en relation avec le terrorisme aujourd'hui et l'insécurité. Et l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Ceux-là sont exclus donc des bienfaits attendus de cette transition économique. Je dirais 2 mots sur la religion en transition. Le champ religieux est sorti du contrôle de l'État et il est allé vers les associations caritatives, des associations religieuses, les partis, etc. Il y a eu des projets d'instauration d'un système de finances islamique, la zakat, l'waqf, difficilement, c'est ce qu'on appelle les biens de main morte en français. Et puis, il y a eu de longs débats lors de notre constitution sur est-ce que la charia devrait être source de législation, et cette question a été relativement tranchée, puisque on a trouvé une formulation qui reste quand même sujette à interprétation. En ce qui concerne la culture, nous avons vécu des moments difficiles, plusieurs atteintes aux libertés artistiques, parce qu'on l'oublie, l'Abdelliya à la Marsa, incendies et actes de vandalisme qui s'abattent sur les mausolées des saints soufis. Il y a eu 40 actes de vandalisme. Alors je conclue, Francis, je ne veux pas être plus long, et je voudrais conclure pour dire que la transition démocratique, aujourd'hui, ma crainte, elle n'a pas atteint un stade d'irréversibilité. On ne peut pas dire que, ça y est, on ne peut plus faire marche arrière. Il y a aujourd'hui des relents de néo-autoritarisme dans le pays. Alors, 2 questions qui auraient dû être réglées et qui demeurent encore en suspens. 1, la transformation aujourd'hui du régime et du modèle économique. Nous n'avons pas su, après 7 ans, apurer le passé. On est encore dans cette transition également. Il fallait tourner la page du passé. Nous continuons aujourd'hui à parler du passé à travers des instances,
etc. Et j'en passe. Et nous n'avons pas encore aujourd'hui su prévoir un avenir à cause de la question du consensus. Parce que chacun a son idée sur ce que devrait être le modèle économique pour le pays. Deuxièmement, nous avons un grave problème de valeur. Je crois que nous n'avons pas encore décidé définitivement de ce que devrait être la démocratie, de ce que devraient être les libertés, de ce que devrait être l'État, l'islam, et la question importante de l'éthique politique dans le pays, qui est totalement, à mon sens, défaillante. Il n'y a qu'à regarder pour les Tunisiens le type de débat que nous avons à l'Assemblée. Alors, je conclus, il y a deux dangers, donc il y a deux questions qui n'ont pas été résolues, mais il y a deux dangers. Premier danger, et on le sait, les statistiques le montrent, comme cette transition dure dans le temps, il y a un risque de retour à l'autoritarisme sur fond de désordre social et économique. Le deuxième danger, c'est une démocratie dévoyée. Je m'explique. Nous avons, pendant soit l'Assemblée nationale constituante ou l'actuelle Assemblée, nous entendons souvent les députés dire « Nous sommes le pouvoir originel ». J'espère qu'on fera la bonne traduction de ce que c'est. بالعربي كيفاش سي شفيق؟ سيد نفسه. لا مش سيد نفسه، احنا السلطة الأصلية. السلطة الأصلية. Et donc, arrogance des députés, nous rejetons la société civile, ils ne représentent rien, on peut discuter avec eux, on peut leur demander leur avis, mais ils n'ont rien à dire dans ce processus démocratique, association, société civile, organisation nationale, que ce soit le syndicat ou le patronat. Voilà donc deux dangers qui guettent cette transition démocratique. Merci. Oui, merci. Okay, so we have about 15-20 minutes for questions. 35, okay, so let's say we have 25 minutes for questions. So let me collect a few for any of the speakers. I actually have a couple myself, but go ahead, Hadil. Hello. Hadir El-Qaq from Jordan. We're talking about democracy, and we cannot have democracy without having stability in the region. So my question is for Mr. Bergamini. As long as we have the Israeli occupation of Palestine in the region, there will never be stability in this region. The Vice President of the European Commission, Ms. Mogherini, she had several discussions and meetings with Arab leaders, and she said that having a two-state solution for the Israeli occupation of Palestine is the realistic solution now. So my question is, why doesn't the European Union play a role in ending this conflict and the Israeli occupation, which has been there for almost 70 years now? Thank you. Okay, Ruqayyah. Thank you very much for an excellent panel. I have one reflection, and I'm very happy that the Minister Talay spoke about ethical leadership. I think this is something that we forget, and if you want really this change and this democratic change to happen, ethics and integrity is so important in terms of new leadership. The idea this morning we've been talking about the need for political inclusion, widening the opportunity, ensuring that everyone is part of the process. That's the very essence of participatory democracy. But very often when we think about, the Arab Spring and the fact that it was sort of fueled by technology, what about the people living
in the rural areas, because very often we have a tendency to forget about them. And if you want to really create that truly public narrative, how do you really bring those issues? Because my concern is as well that change and economic change and political change is very technocratic. So you leave it in the hands of the experts, and we know nowadays there's been a little bit of the tyranny of experts. So how do you really bring it granular to the grassroots and make them part of that revolution and not to have a revolt, as you rightly said. So I'm concerned that, really bringing it to the people so that they really factor their voices in this fundamental change. Thank you. Okay, May. Thank you. I am May Al-Tahir from Jordan. My question to Mr. Sarsar is that you mentioned that one of the factors for the success of the uprising in Tunisia is the society and having a homogeneous population. Don't you think that also being a secular society, and most importantly the status of women in Tunis with the legislation that protect women and advance their role since decades, not only very recently but since Bourguiba, I think that the advanced status of women in Tunis has played a very main role in maintaining the success of the revolution. And my second question is that you mentioned challenges to the revolution is applying the constitution. Can you please elaborate more of what challenges do you mean in applying the constitution? Thank you. Okay, let's take one more question back there. Thank you very much. My name is Justina Mukoko and I'm from Zimbabwe. I work in civil society, and I think what interested me was what was said by Mr. Sasa and the EU ambassador. They spoke about the unity of civil society. And I think I would want them to elaborate more. What is it that brought civil society together for them to be able to bring the success of the transition in Tunisia? Okay, why don't we stop there, and you can select your answers, Monsieur Sassa. Excusez-moi, je vais essayer de répondre en français pour être mieux réactif. Je vais commencer par une petite remarque concernant le consensus. Je ne suis pas pour le consensus en tant que tel, mais en fait, il faut préciser que c'était la seule solution en février 2011. En 2011, nous avons eu un clivage assez dangereux et assez important. On avait le sit-in à la Casbah. Il y avait donc un refus total de la rue de toute solution qui était différente d'une refonte de la Constitution. Il y avait un comité qui s'appelait le comité de la réforme politique. Il y avait 11 professeurs dont j'avais l'honneur d'être parmi eux avec la présidence du professeur Yahya Ben Achour. On a commencé à travailler, il y avait ce clivage, il y avait on avait un chef du gouvernement, M. Ranouchi, qui était de l'ancienne élite, le président de l'ancienne élite. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait la solution, c'est de créer un espace de consensus, c'était la haute commission pour la réalisation des objectifs de la révolution. Et pour la première fois en Tunisie, on avait sous le même toit 155 membres qui représentaient l'extrême droite, l'extrême gauche, les médecins, les avocats, les chômeurs, les régions. C'était pour la première fois dans l'histoire tunisienne une assemblée pluraliste. Et finalement, certains, ils ont lancé un défi, ils ont dit c'est impossible, il était impossible d'arriver à quoi que ce soit avec cette mosaïque. Finalement, il y avait un consensus et cette haute instance a pu produire les textes pour les élections, pour les associations, pour les partis, ainsi de suite. Donc, le démarrage, la seule solution, on était réellement dans une situation assez critique. C'était le démarrage. Et là, un petit mot concernant le mode de scrutin, que la loi électorale qui n'est pas parfaite en fait. Il n'y a pas un mode de scrutin idéal, mais la solution en 2011, c'était de dire, voilà, on ne peut pas permettre qu'une constitution soit adoptée par une majorité ou un seul parti. La meilleure solution, c'est d'adopter un mode de scrutin qui est assez représentatif. C'était
le mode de scrutin proportionnel avec les plus forts restes. Ça a permis une constitution assez pluraliste et comme vous le savez, la constitution tunisienne a été adoptée par 200 voix sur 217. Mais j'étais membre de la commission qui a rédigé la loi et on a dit attention, ce mode de scrutin ne peut être utilisé que pour la constituante. Et faites attention, il n'est pas réutilisable pour le Parlement. Dans un Parlement, il faut dégager une majorité. Malheureusement, les partis politiques, ils ont fait le mauvais consensus, parce que quand on parle d'un consensus, c'est une solution, mais ça peut être un pis-aller, c'est-à-dire que les partis qui sont là peuvent se mettre d'accord pour se maintenir. En 2013, il y avait un autre épisode du consensus. On vous rappelle qu'en 2013, il y avait 4 solutions pour la Tunisie. On avait une rue carrément donc, en conflit, on avait le Bardo, la Casbah, on avait donc un risque énorme. Et finalement, quelle a été la solution? C'est finalement un compromis. Et d'ailleurs, nous avons un terme que certains... Donc, peut-être qu'il y a même un abus dans ce sens, ce sont les commissions des compromis. Donc, à chaque fois qu'il y ait un blocage, il y avait une solution par un compromis parce que n'oublions pas que la révolution tunisienne, elle était orpheline. On n'avait ni leader, ni parti politique qui peut prétendre guider cette révolution, on n'avait rien. Donc la seule solution, c'était de se mettre d'accord. Et finalement, c'est vrai, ces compromis, c'était un peu fragile. Et finalement, c'était des compromis ouverts, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur quelque chose aujourd'hui, mais pas forcément pour demain. Donc finalement, quand on dit que le consensus était une clé de la réussite, c'était une clé de la réussite, mais ce n'est pas la meilleure clé. Finalement, on n'avait que ça. On n'avait pas un parti politique ou un leader. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de leader réel qui peut guider ou qui peut tracer ou qui peut donner un programme assez clair. Concernant la question de notre ami de la Jordanie pour les femmes et la sécularisation traditionnelle en Tunisie, comment ils ont permis ça, c'est l'un des facteurs de la réussite. Quand j'ai parlé de la tradition et de la société civile qui est enracinée en Tunisie, j'ai parlé de l'UJTT, mais nous avons aussi les femmes démocrates qui ont milité depuis toujours, et en 2011, ils ont milité pour une chose qui est assez importante dans le monde arabe, c'était la parité et l'alternance. Nous avons eu en 2011, pour la première fois, 33% des femmes élues au Parlement, élues, pas avec un quota. Et c'était important, j'y étais, et on sait qu'il y a eu un apport, il y a eu donc une émergence d'une nouvelle élite féminine dans le Parlement. Et actuellement, et on voit aussi donc, que nous avons réellement une élite assez représentative de la société tunisienne, et je pense que c'est une chose importante, et moi personnellement, je crois que l'enjeu des élections électorales, c'est si on va réussir à produire une nouvelle élite locale, une nouvelle élite jeune, on peut dire que nous avons réussi notre transition, sinon évidemment, on va dire malheureusement que c'est un échec. Pour la Constitution, j'ai parlé de la Constitution et c'est un grand challenge. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu appliquer la Constitution. C'est vrai que le texte constitutionnel, c'est un texte assez perfectible. Nous avons des acquis, mais finalement, on n'a pas pu malheureusement l'appliquer. Je vais vous donner quelques éléments qui sont assez étonnants. Nous avons institué 5 instances constitutionnelles indépendantes. La seule instance qui a fonctionné, c'est l'instance des élections. Et malheureusement, l'instance que je présidais, j'ai démissionné avec 3 des membres, et cette instance, actuellement, court des problèmes. Donc finalement, concernant le chapitre relatif aux instances constitutionnelles indépendantes, il n'a pas été appliqué. La Cour constitutionnelle, et que je pense que réellement cette Cour constitutionnelle va être l'arbitre neutre pour l'application de la Constitution. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu mettre en place cette Cour.
Le chapitre 7 relatif à la démocratie locale, et on a choisi un terme assez pompeux, le pouvoir local, le local government. Finalement, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu l'appliquer, et finalement, et je le dis, l'une des choses qui a été assez importante ici, c'est que l'instance des élections, elle a essayé, vu le vide, de piloter le processus électoral. Et on a imposé un calendrier pour les élections, et c'était normalement le 17 décembre 2017, mais finalement, actuellement, on est dans le doute, et on ne sait pas réellement si on va élire ces conseils, et finalement, si on va appliquer le chapitre 7. Donc, et c'est très grave parce qu'on va entamer la 4e année sans qu'on puisse appliquer cette loi. Donc finalement, la Constitution n'a pas été appliquée jusqu'à maintenant dans des parties assez importantes. Et le plus grave, c'est qu'actuellement, on parle déjà d'une réforme, d'une révision de la Constitution. Comment est-ce qu'on va réviser? Moi, je suis professeur de droit constitutionnel. Comment on va réviser un texte qui n'a pas été appliqué? Ça me rappelle un peu la première République française, la République de 1793, où une constitution assez démocratique a été mise, mais qui est restée lettre morte. Moi, je suis évidemment contre cette révision, la révision d'un texte qui n'a pas été appliqué, d'une. De deux, nous avons une chose qui est assez importante. On ne peut réviser la Constitution qu'en la présence de la Cour constitutionnelle, qui est une garantie pour que la révision ne soit pas une violation de la Constitution. Donc finalement, c'est pour cette raison que j'ai dit, l'un des plus grands défis, c'est comment est-ce qu'on va réussir à appliquer cette Constitution, et là, la transition va être irréversible. Moi, je dis toujours, quand la transition soit assez longue, ça reflète un échec. La transition n'est qu'une transition, et elle doit aboutir à une consolidation démocratique. Si on n'arrive pas à une consolidation, c'est qu'on commence petit à petit à glisser vers un régime hybride. Un régime qui, dans l'apparence, il est démocratique, mais réellement, c'est un régime despotique, un régime donc, dont l'essence n'est pas démocratique du tout. Et là, on peut dire que les objectifs de la révolution n'ont pas été atteints. Merci, et je m'excuse pour si j'étais un peu lent. Monsieur l'ambassadeur. First on MEPP, and secondly, we'll come back on Tunisia in French. On MEPP, very shortly, the EU position is very clear. Two-state solutions. 2 days ago, the EU chief diplomacy, Federica Mogherini, was having a meeting with all the EU foreign ministers and defense ministers. And all together, a pack of 56 ministers representing 28 countries, agreed on the necessity, on the opportunity, but on the emergency to recall that the two-state solutions is the only key. In a previous life, I had the privilege to work with Javier Solana, who was the very first EU chief diplomacy. I worked 9 years for him, 9 years. Means I spent almost 9 years of my life, of my career, between Rassa, Ramallah, Tel Aviv, Jerusalem, etc. Quartet meetings with Condi Rice, Colin Powell, Kofi Annan, and afterwards Ban Ki-moon, etc., 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 etc. My conviction today, but it's not only my personal conviction, I'm here to express also my position as an ambassador. Too many opportunities missed. Too many opportunities missed by everybody. By everybody. Israelis, of course, but Palestinians also. Europeans and all the other members of the quartet, from US to Moscow, from UN to Brussels, but also from the Arab side. Let's be clear. We have had the latest good Arab initiative was in Beirut at the very beginning of the 2000s, without speaking before about Oslo, etc., etc., etc. Among the missed opportunities, I will always remember, because here this morning we talk about elections, political Islam, the place of an Islamist party vis-à-vis of secular parties in Tunisia. I was in Gaza, on the Gaza Strip, 1 week before the very first elections, and the divisions among the Palestinian political parties. What about Hamas? What about the victory of Hamas? Because of political Islam, simply. A few years later, we have exactly the same scenario, but for Egypt. Two different attitudes from the international communities. I'm not saying that it would have been easier to test whether or not political Islam on those little, small Gaza Strip than on the big elephant in the Chinese shop, Egypt. You know, that kind of things. I'm very blunt, I'm sorry. But I think that if we don't, and this is the EU position, we need to work on a two-state solution now.
Because if we are tomorrow David Copperfield being the UN Secretary General or the President of US or the President of the EU, means with a magic stick finding a solution for Yemen, Iraq, Syria, Libya, and also Afghanistan, we will still have one of the key issues on all the region, which is called the Middle East peace process. We cannot, having our attention, divert from all the crises. This is true that we have very, very big pressing crisis, demanding crisis, almost 500,000 deaths in Syria. Before dealing with MEPP, I was dealing with Bosnia. I always thought from Dayton to Rambouillet that the international community has an obligation, a moral duty to react if, unfortunately, we have to face 200,000 victims. And Christina Amanpour talking about these victims on CNN. Now in Syria, 500,000. 500,000. But nevertheless, if we forget Palestine, the problem will remain the same. And this is the EU position. Sur la Tunisie, j'ai entendu les uns et les autres, et je suis le seul, avec Francis Fukuyama, non tunisien, hein, là, sur le podium. J'étais là en Tunisie il y a 25 ans. C'était mon premier poste, c'est là où j'ai commencé ma carrière diplomatique, sous un autre drapeau que celui de l'Union européenne, le drapeau français. À cette époque, je me rappelle, les ambassadeurs, pour lesquels j'avais le plus grand respect, et pour lesquels j'ai toujours, pour ceux qui sont encore vivants, toujours le plus grand respect, se plaisaient à dire qu'ils allaient chasser les oiseaux sauvages, la grive, ce genre de choses, à Sidi Bouzid. C'était la seule raison pour laquelle les ambassadeurs pouvaient se déplacer à l'intérieur de la Tunisie, il y a 25 ans. Moi, il y a quelques mois, je suis allé à Sidi Bouzid pour inaugurer le nouveau marché de Sidi Bouzid, que l'Union européenne a financé, 1 million d'euros, avec de la création d'emplois, etc. etc. Il y a 25 ans, même si la liberté d'expression ne fait pas tout, j'avais des jeunes amis qui ont disparu. Je dois parler plus lentement. I'll come back in English, maybe. I speak in English? Okay. So 25 years ago, I have some friends. I was very young at that time, you can imagine. Some Tunisian friends disappeared. Disappeared. So we can talk about the figures of today without denying that we have big economic challenges, unemployment, jobs creation, and youth, of course. But I have a very good friend of mine who recently, before leaving the government, told me something. I'm talking about Fadel Abdelkafi. We are talking about figures and economy. And he was minister in charge of international cooperation, investment, and finance also. He told me maybe at the end of the day, Ben Ali lied on two things, on many things, but on two things regarding figures. Poverty and the budgets. The finance of this country in 2010 were very good, but no need for the former dictator to communicate on it because it was corruption and stealing money, etc., etc. On the other side, the figures about poverty. The level of poverty of this country, according to Ben Ali's figure, was 5 or 8%, when the real figures of poverty before the revolution were much bigger, at least 30%. And that's not me telling me that. This is the former Minister of Finance. Okay? So, of course there are some challenges. Of course there are some frustrations. Of course it's maybe easier to climb on the barricade and maybe to die for freedom and democracy. It's very romantic, even if it is death at the end of the process. But the day after any revolution, when you go down from the barricade, it's what we call le principe de réalité, talking about middle class, social administration, accountability, tax reforms, that kind of thing is quite boring, but this is key, and it takes time. It takes time. So my key message today is that Tunisia has mainly made the hardest part of all this process. If there is a country in the region where there is no doubt to have, and especially from Tunisian people, this is today. Don't doubt. Don't doubt today. One of my best friends in Tunisia, who is the key organizer today, told me one day, at the end, it's better to have a revolution behind than to have a revolution in front of us. And I think this is a key message for all the rest of the region. Tunisia has made its own revolution. Now what is at stake is to move forward,
to believe and to rely on the youth, to find a new PPP, public-private partnership, to support administration, to renew with economic growth. But once again, don't doubt. Please. Okay. Other members of the panel, you can respond or as you choose. Well, just very... Thank you. Yes, just a very few comments on actually the concept of the limits of consensus. Obviously, you can't manage a country forever with this perspective, but I think we should not minimize the impact of dictatorship or what was dictatorship, what was having one single party, which was at the same time a political party and the state, with very strong links between both and capacity for citizens, and it's still going on, by the way, to even make the difference between one political party and the administration, one political party and the state. What is political and what is actually a state and official? So obviously, it's hard to govern one country when you have multiple political parties inside the parliament, but we can't deny the importance of learning. And I don't think that a country which known only despotism since its creation as a modern state in 1956 can actually develop new tools, a new methodology, having a new political elite as well around if you always have this majority, because the majority will always be I'm watching Narcos at the moment, and there is this expression in Spanish. They say the political is a siempre. It's exactement ça. This is exactly what we have in Tunisia. So people who are actually the politicians of always, and this is the people that we see around. Yesterday they were in the Ben Ali's political party. Today they are in multiple other small political parties, and they try to find their place. And actually, even as a member of Ennahda, we said that this is their political right to exercise their rights as citizens to be member of political parties. But you never create this new generation. You never have this break that you need in terms of elites, because people who govern the country in one specific way and lead the country to 2011 cannot always be the same people who have actually solutions for the 21st century. So you need for that to happen, and you need a parliamentary system for that to happen, and you need the actual constitution that we have today. And in this perspective, I definitely follow Professor Shafiq Sarsar when he says that you can't have actually a change of constitutions and hiding yourself behind parliamentarism to say it's parliamentarism who failed, it's not the political class. It's because we need to take decisions between different political stakeholders. That is why we can't. We need one ruler, one political party. So this kind of nostalgia of the efficiency of authoritarian rules and of authoritarian rulers is a kind of common disease that we have in the Arab world, but we definitely need to get rid of that. And in Tunisia, we are trying actually to do it. So I think it's something that is important as well to think about history, to think about the role of some specific organizations. So I find it a bit probably shocking that someone from the previous generation says that we don't need to talk about the past, we need to evacuate the past, and some constitutional instances like the dignity and truth instance that you guys are going to have the opportunity to visit on Monday is actually doing a hard job, but a necessary job. It's very ugly for one nation to look at its own common past, which is full of torture, which is full of blood, which is full of, as Ambassador just said, people who disappeared, which is full of inequalities and injustice, but we need to do it. Because this is the only way to actually make this, collective therapy that we need as a nation and to go forward. And to not have young people who are still from our generations thinking that the injustice their parents or themselves went through is actually something that they are going to pass to their kids. And we've seen a lot of countries who are, never
actually recover from national crisis and national catastrophes because of that. So this is something, again, which is necessary to do. And just one final comment on municipal elections. I'm, again, a member of one party and one government who is still pushing for having municipal election at the right date, because we think that, and to answer your question, the only people who can actually advocate for locals, advocate for rural people, advocate for the local level are actually people who are directly elected and who have this direct contract, moral and political contract with their representatives. And it's actually something that you do only at the local level. I see myself today member of one ministry, and at the head of one ministry, there is some decisions who are about the very daily life of people that you can take, because it's actually local institutions who are in need to do that. So you need this actually new local elites to come. And I'm pretty sure, looking at also the effervescence there is in the youth in Tunisia, despite obviously we are kind of country who is very, we love to, be hard on ourselves and always, to see the empty part of the glass. But there is a lot of young people who are preparing for the elections, who are quite exciting to be elected by their neighbors and by, people who are living in their communities in order to represent them. So again, I don't think that political parties today who are asking for the report of the elections are doing well, or are actually asking for something which is necessary. And to have a clear date will be the only way to get actually this organic law to organize collectivities to be voted by the parliament, and again to have the easy, as Shafiq Sarsar was saying, to get back on the rails and to make his job. Thank you. Other comments? Je voudrais en fait revenir sur justement moi ce qui me dérange dans le débat toujours, c'est que on s'attarde beaucoup sur le comment, mais jamais sur le pourquoi. Et on parle de process, mais jamais pourquoi on fait les choses. Décentralisation, pourquoi, une constitution, pourquoi, un parlement, pourquoi, tout ça me dérange profondément. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un constat d'échec sur l'économie, sur le développement social, ainsi de suite, parce qu'on ne sait pas où on va. C'est comme moi, quand je sors avec des amis, on prend le chéquier, on prend la voiture, et on se dit après, on verra ce qu'on va faire. Un pays ne se gère pas de cette façon, donc il faut définir le pourquoi. Je vais revenir aussi sur la question des phases. Je ne pense pas qu'on est ni à la deuxième, ni à la troisième, ni à la quatrième phase. On est toujours dans la première phase, et cette histoire de consensus, on y est toujours. Au bout de 7 ans, on est dans une première phase où c'est toujours le même terrain de jeu, c'est la même limite, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes personnes qui y jouent. Il y aura peut-être une occasion pour passer à la deuxième phase, on commence à en parler, c'est le changement de régime. Justement, on remet en cause le régime, on dit que c'est à cause du régime qu'on n'arrive pas à se développer économiquement, socialement. Moi aussi, je pense que ce n'est pas forcément le problème, ce n'est pas le régime qui est le problème, c'est la manière dont on gère, et c'est peut-être le pourquoi qui manque, qui fait que, de toutes les façons, aucun régime, aucun process ne marchera parce qu'on ne sait pas où on va. C'est comme dans un marché donné, c'est comme un secteur économique donné. Généralement, quand un secteur est stable, donc les entreprises, elles opèrent en moyennant de la communication, de la qualité de service, ainsi de suite, pour se démarquer. Et puis d'un coup, un jour vient une rupture technologique qui fait qu'on déplace totalement le marché. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de nouvelles générations, parce que j'attends de cette génération qu'elle crée la rupture et qu'elle déplace totalement le marché pour détruire les barrières à l'entrée, parce que jusque-là, quand je dis on est toujours sur le même terrain, il y a une énorme barrière à l'entrée, il y a une nouvelle génération qui n'arrive pas à entrer, donc cette génération doit créer la rupture et se créer son propre terrain de jeu, et finalement, justement, aller de l'avant grâce à ça. Donc c'est ça, on est toujours à la première phase, et je pense que c'est à nous de créer cette deuxième phase par une rupture claire, changer les règles du jeu, et permettre à de nouveaux joueurs d'entrer dans l'arène, et c'est comme ça qu'on définira le pourquoi, et que le comment, je pense que ça sera évident et clair et facile à mettre en œuvre. Merci. Merci. Alors, j'ai deux observations par rapport au débat. La première, c'est que chaque fois
ou très souvent, qu'on critique la transition démocratique, la réponse fuse « Oui, mais avant, c'était pas mieux ». Ça, je ne vois pas quelle est la relation entre la critique de la transition démocratique, le processus, la dynamique que vit la Tunisie, et de dire que ce n'était pas mieux. Oui, j'en conviens, ce n'était pas mieux. Mais répondre ainsi est une diversion. Pour moi, c'est une diversion dangereuse. Alors, Shafiq, je ne suis pas tout à fait d'accord. Aujourd'hui, le président de la République, qui est un personnage important dans le pays, a jeté une pierre dans la mare. Et il dit, la structure institutionnelle dans le pays n'est pas très adaptée, il va falloir la revoir, n'est-ce pas? Et beaucoup de partis politiques, aujourd'hui, sont d'accord avec lui pour revoir la Constitution, tu n'es pas d'accord, pour revoir le mode électoral, etc. Parce qu'on considère que aujourd'hui, cette structure est paralysante. Et en même temps, Madame Khalel, le pays aujourd'hui ne manque pas d'idées. Le diagnostic a été fait 36 000 fois. Les solutions ont été édictées N fois. Les rapports que font les partis politiques, les experts, la Commission européenne, le FMI, la Banque mondiale donnent des solutions pour le pays. Donc on ne manque pas d'idées aujourd'hui. Et pourquoi rien ne se fait? Où sont les réformes? On parle des réformes des caisses sociales, des entreprises publiques, de l'administration, de la gouvernance. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à mettre en œuvre les réformes? Parce qu'il y a un problème structurel. Le pays n'arrive pas à être gouverné parce qu'il n'y a pas l'émergence d'une majorité qui prend ses responsabilités dans une démocratie, et les élections sont la meilleure manière de juger, d'évaluer le bilan de ceux qui gouvernent. Ma deuxième remarque a trait, oui, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion. Personne n'a parlé d'exclusion. On a dit qu'il faut qu'il y ait l'émergence d'une majorité. Alors, je voudrais lier la question de la démocratie sur un point particulier, mais qui est important, les élections. Tous les sondages en Tunisie aujourd'hui montrent que près de 60% des Tunisiens, 60-65% selon les périodes, ne savent pas s'ils vont aller voter ou pour qui ils vont aller voter. Et très probablement, beaucoup d'entre eux ne vont pas aller voter. Sur 8 millions d'électeurs potentiels, si ça fait qu'il y a eu 5 millions qui sont inscrits, 5, j'arrondis, sur ces 5, il est probable qu'il n'y ait que peut-être 2,5, la moitié qui vont aller voter. Alors c'est quoi cette démocratie où 2,5 millions de gens vont déterminer l'avenir du pays, c'est-à-dire 2,5 millions sur 8 millions d'électeurs potentiels, il n'y aurait que 2,5 millions qui vont aller voter. Et le grand enjeu de la démocratie, c'est de mobiliser les électeurs pour aller voter. C'est ça l'enjeu. Et en particulier les jeunes. Parce que cette révolution a été faite par les jeunes, pas par les vieux. Vous savez combien de jeunes sont allés voter en 2014? 7% des jeunes dans la population jeune. Combien sont allés voter? Très peu. Très peu, oui. Très peu. Donc, c'est ça, à mon avis, le vrai enjeu. Et nous avons réalisé... Universel parce que partout dans le monde, même en Suède, même aux États-Unis, c'est la même chose. Excusez-moi. Oui. Bon, finalement, c'est un phénomène universel. Oui. Et finalement, j'étais en Corée une fois et en Inde. Et là, il y avait donc des workshops pour essayer de penser
comment est-ce qu'on peut lutter contre cette démission des jeunes? Alors, les études, nous avons fait des études, il y a des focus group. Que demandent aujourd'hui les électeurs? Et particulièrement ceux qui hésitent. 3 choses qui sont symptomatiques de cette transition démocratique, en fait, ou de ses insuffisances. 1, nous devons avoir confiance, il dit, dans les politiques que nous allons élire. Et le mot confiance est très lié à la question intérêt de la patrie par rapport aux intérêts particuliers ou les intérêts partisans, c'est-à-dire des partis. 2, il y a 3 mots-clés qui reviennent, et je vais les prononcer en tunisien. Ils disent on veut des gens propres. Propres, c'est-à-dire intègres. Nessenvaf. Pourquoi? Parce que la corruption a progressé, nous avons reculé de manière énorme sur la question de la corruption. Troisièmement, nous voulons des gens compétents. Voilà la trilogie. Confiance, intérêt du pays. 2, intègre et compétent. Alors, nous devons, je crois, vis-à-vis de nos citoyens, démontrer que cette transition va faire émerger une nouvelle classe politique qui soit compétente, intègre et qui va penser plus pays que intérêt partisan. Merci. Okay, thank you. So we've gone over time. I know Robbie had a question, but unfortunately we've only got 42 seconds left, and we've called on our panel to stay longer than they had committed to. So I want to thank all of you. It was an excellent discussion. Merci beaucoup. Well,